Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis absolument ravie et surexcitée de vous retrouver aujourd'hui en vidéo parce que mine de rien ça fait longtemps que j'ai pas filmé de vidéo étant donné que les dernières qui ont été publiées sur cette chaîne ont été planifiées d'avance et que la semaine dernière il n'y a pas eu de vidéo. Vous l'aurez peut-être compris, mais ça y est, j'ai accouché de mon petit biscuit et vanne facile, il est à croquer. Tout se passe pour le mieux, on prend nos marques et j'ai réussi à me trouver un petit peu de temps entre deux tétés, une sieste et une crise de larmes pour vous filmer cette vidéo. Donc juste avant d'accoucher, j'ai boulotté énormément de livres, donc aujourd'hui il va s'agir d'un update lecture où je vais vous parler de 5 livres qui font partie de mes derniers livres lus. Je vous donnerai d'abord mon avis sur Trop beau pour être vrai. Je vous dirai ce que j'ai pensé de Ce que nous avons perdu. Je vous parlerai du livre Hazelwood. Ensuite, je vous donnerai mon avis sur le tome 2 des chroniques de Michaela Lane. Et je terminerai cette vidéo en vous parlant du livre jeunesse, les Vanderbicker. Alors, le premier livre dont je vous parle aujourd'hui, c'est Trop beau pour être vrai, écrit par Kristen Higgins et sorti aux éditions Mosaïque dans une version poche. Alors Kristen Higgins, c'est une auteure de romance contemporaine hyper connue en Amérique, elle est très prolifique. Je possédais jusqu'à présent 2 livres de cette auteure dans ma pile à lire, mais je n'en avais encore jamais lu aucun jusqu'au jour où je me suis décidée à placer l'un des deux dans ma pile à lire de congé maternité que je m'étais confectionnée il y a quelques semaines de ça. Donc pour vous parler de Trop beau pour être vrai, on va découvrir Grace qui subit une espèce de pression de la part de son entourage puisqu'elle n'a toujours pas de fiancé, elle n'a toujours pas de petit copain attitré et vous savez comment ça se passe l'été, on est souvent invité à des mariages et Grace est invitée à son 4e mariage de l'année et elle compte s'y rendre une nouvelle fois sans cavalier. Donc du coup, pour calmer l'inquiétude grandissante de ses proches, elle qui a toujours eu pour habitude de s'inventer des petits amis imaginaires, et ben elle va s'inventer une relation avec un brillant chirurgien pédiatrique. Mais ça ne m'empêche pas de rêver quand même à rencontrer le grand amour et une rencontre elle va bel et bien en faire une puisque elle va faire la rencontre de son nouveau voisin qui n'est autre qu'un repris de justice. J'ai mis la note de 3 sur 5 à ce livre. Franchement, ma lecture a été agréable, mais je m'attendais à mieux et je pense que j'ai juste placé la barre un peu trop haute. Pourtant, j'ai adoré le début, j'ai adoré l'ambiance propre à cette histoire qui est très cocooning, très confortable en somme. J'ai beaucoup aimé les personnages secondaires comme principaux et Grace, c'est une héroïne qui m'a énormément fait plaisir à découvrir. Elle est avenante, elle est déjantée, un brin loufoque. Elle a une espèce de passion éperdue envers son chien qui est vraiment un animal pas facile du tout mais terriblement attachant. Et elle est passionnée d'histoire puisqu'elle participe régulièrement avec son père à des reconstitutions de grandes batailles historiques. Bref voilà, c'est vraiment une héroïne qui a du charme et dont la personnalité a été pas mal creusée par l'auteur, donc c'est très agréable. En revanche, là où le bas blesse, c'est avec le personnage masculin Callahan, donc le voisin d'à côté. Pour le coup, je l'ai pas du tout apprécié ce personnage. Vous savez, c'est le genre de type un petit peu trop sûr de lui, un petit peu trop brusque et impulsif. Et j'ai vraiment un gros problème avec ce type de personnage là de manière générale. Et en plus de ça, ce qui m'a déçue dans cette histoire, c'est que j'ai trouvé que la romance était vraiment très longue à démarrer. Elle démarre vraiment sur le tard, vers la fin du récit, et pour moi c'est juste arrivé trop tard. Donc en résumé, pour moi ça a été une lecture, oui, globalement agréable, mignonne et rigolote, avec des super personnages secondaires et une héroïne géniale. Mais voilà, il y a eu quelques petits points négatifs comme ça qui ont fait baisser ma note à 3 sur 5. Je passe maintenant à Ce que nous avons perdu, écrit par Gail Forman, et je remercie les éditions Hachette de m'avoir envoyé ce livre. Alors j'avais beaucoup entendu parler de Gail Forman comme auteur, mais je n'avais jamais encore osé sauter le pas avec l'un de ses livres, bien que j'ai entendu beaucoup de bien de ses publications, notamment Si je reste et J'étais là. Dans Ce que nous avons perdu, on va découvrir sous forme de point de vue alterné 3 jeunes gens qui sont à un moment charnière de leur existence et qui vont se rencontrer à Central Park, donc à New York. De cette rencontre va déboucher plein de bouleversements pour nos personnages. Donc chacun de ces 3 personnages a perdu quelque chose, hein, donc d'où le titre Ce que nous avons perdu. Mais leur rencontre va leur permettre à tous les 3 de découvrir une nouvelle chose, de trouver quelque chose de nouveau, l'amitié.
C'est un roman qui est court, c'est écrit assez gros, le texte est aéré, je l'ai dévoré en 2 jours. Je l'ai beaucoup apprécié en dépit du fait qu'il manque clairement de réalisme et qu'il y a pas mal de situations et d'événements qui sont clairement tirés par les cheveux. Alors ce qu'il faut savoir si vous voulez lire ce livre, c'est que le rythme est assez lent. On a un système narratif qui plaira pas à tout le monde parce que le récit est entrecoupé sans arrêt de flashbacks et qui nous permettent de découvrir le passé de nos 3 personnages. Et moi personnellement c'est un système narratif qui m'a beaucoup plu parce qu'il permet tout simplement grâce au flashback de mettre en lumière les aspirations, les espoirs et les envies de chacun de nos 3 personnages. Donc j'ai trouvé ça super intéressant. Donc j'ai mis la note de 4 sur 5 à cette histoire qui m'a vraiment beaucoup plu, que j'ai trouvée émouvante, que j'ai trouvée entraînante, qui permet de réfléchir à plein de choses différentes comme la solitude, l'amitié, ce genre de choses. Et oui, si j'en ai l'occasion, je pense que je me laisserai tenter à l'avenir par les futures parutions de l'auteur. Par la suite, je me suis décidée à piocher des livres qui sont présents dans ma pile à lire automnale, donc que vous m'avez choisi. Et j'ai décidé de commencer cette pile à lire avec la lecture de Hazelwood, écrit par Melissa Albert et sorti aux éditions Milan. Donc pour rappel, le thème de ma pile à lire automnale, c'était les lectures inquiétantes. Et franchement, je trouve que ce livre rentre carrément bien dans le thème. Dans cette histoire, Alice et sa mère déménagent sans arrêt parce qu'elles sont poursuivies par ce qu'Alice appelle communément la malchance et qui consiste en réalité en une série d'événements et de phénomènes particulièrement inquiétants et inexplicables surtout. Et du jour au lendemain, la mère d'Alice va disparaître et Alice va partir à sa recherche en compagnie de Finch qui est un de ses camarades de classe. Et leur seule piste pour trouver la mère d'Alice, c'est le nom de Hazelwood, qui est tout simplement le nom de la propriété de la grand-mère d'Alice, sachant que sa grand-mère, qui est prétendument décédée, a été une auteure à succès d'un livre de contes dont on ne trouve actuellement plus aucun exemplaire en vente. Alors j'avoue qu'en commençant cette histoire j'étais dans le flou total, je savais absolument pas dans quoi j'allais mettre les pieds, je savais pas du tout si les contes en question étaient des contes que l'on connaît, je savais pas si par exemple le manoir Hazelwood allait être un lieu qui permettrait de découvrir en chair et en os des personnages de contes qui se seraient matérialisés. Voilà, je savais absolument pas dans quoi je mettais les pieds. Et ce dont je m'attendais encore moins, c'est me sentir si mal à l'aise tout au long de ma lecture parce que sachez que cette histoire est assez glauque, assez macabre, sinistre. Voilà, c'est pas un bon concentré de joyeuseté, au contraire. J'ai mis la note de 3 sur 5 à cette histoire parce que au-delà du gros point fort, donc qui est, j'ai pu vous en parler, l'univers, qui est une espèce de petit mélange d'Alice au pays des merveilles à la sauce Tim Burton, il y a également des points négatifs, à savoir les personnages. Voilà, je me suis attachée à absolument aucun d'entre eux. Je dois reconnaître qu'Alice est un personnage loyal puisqu'elle n'a qu'une envie et elle n'en démordra pas jusqu'à la fin, c'est retrouver sa mère quoi qu'il lui en coûte. Mais au-delà de ça, elle n'est pas franchement sympathique et elle n'est pas franchement charismatique. Avec un univers aussi incroyable, j'aurais voulu que les personnages soient aussi marquant, on va dire, que l'univers. Malheureusement ça n'a pas été le cas, je trouve que l'auteur s'est trop concentré sur l'ambiance générale de son récit au détriment des personnages, et en plus de ça j'ai trouvé qu'il y avait quelques longueurs. J'ai passé toute la première moitié du récit à me demander où est-ce que l'auteur voulait en venir, et quand j'ai enfin compris, bah pour moi c'était un petit peu trop tard parce qu'il y avait déjà trop de pages de passé pendant lesquelles je m'étais posé beaucoup trop de questions. Je passe au tome 2 des chroniques de Michaela Lane, écrit par Karen Marie Moning et sorti aux éditions J'ai lu. Alors, en début d'année, j'avais tourné une vidéo sur cette chaîne qui s'appelait Résolution livresque, dans laquelle je vous listais 10 livres qui faisaient partie de ce que j'appelle des reliques de ma palle, donc des livres que je possède depuis X temps et que pour plusieurs raisons je n'avais encore jamais réussi à lire, et ce livre en faisait partie de cette liste. Du coup je sais pas, je me suis dit c'est le bon moment pour que je réussisse à lire. Et franchement je ne le regrette pas parce que j'ai adoré ma lecture, je lui ai mis la note de 5 sur 5, c'est pas un coup de cœur mais c'est franchement pas passé loin. En fait
cette série, je possède les 5 tomes qui la composent depuis 2014. Et depuis 2014, je n'ai réussi à lire qu'un seul tome, et encore je crois que c'était en 2016, donc là aussi ça remonte. Le premier tome, je l'avais bien aimé, mais c'était pas non plus un truc de fou, ça m'avait pas forcément donné envie de me marathonner la série dans la foulée. Il faut dire que c'est de l'urban fantasy, et qu'on parle comme créature surnaturelle de fae. Moi, c'est pas franchement les créatures surnaturelles qui me bottent le plus. En général, je suis relativement déçue par tous les livres qui abordent ces créatures-là. Notre personnage principal s'appelle Mac et elle va partir en Irlande afin d'élucider le meurtre de sa sœur aînée, puisque la police a décidé de classer l'enquête faute de nouvelles preuves. Et Mac n'en démordra pas, elle est persuadée qu'il y a quelque chose de louche là-dessus et elle a bien envie de découvrir par elle-même de quoi il s'agit. Et de fil en aiguille, Mac va découvrir qu'il y a tout un monde fantastique en parallèle de celui qu'elle a toujours connu, et elle va découvrir qu'elle est une Seed Seer. Donc en fait c'est un terme qui indique qu'elle a la capacité de voir les fae, et les fae, il en pullule énormément dans la ville de Boston où elle a élu résidence. Alors ce qu'il y a de bien dans ce livre, c'est que au début de l'histoire, il y a énormément de rappels du tome précédent, ce qui fait que j'ai pas eu l'impression que 2 ans s'étaient passés entre ma lecture du premier et ma lecture du deuxième tome. Donc ça c'est génial, j'ai réussi vraiment à tout me remettre en tête grâce à l'auteur de manière très rapide, et j'ai adoré également la narration. On est dans la tête de Mac tout du long, et Mac, elle est d'une nature assez enjouée, assez dynamique. Certes, elle a perdu de sa naïveté depuis les événements survenus dans le premier tome, mais c'est un personnage tellement entraînant qu'on peut qu'être ravi de se trouver dans sa tête. Alors j'ai trouvé que ce tome 2 était moins introductif que le premier, mais pour autant on peut pas dire que l'intrigue avance à 100 à l'heure. L'auteur approfondit un petit peu son univers tout en nous insérant 2-3 clés de compréhension supplémentaires, et surtout en nous présentant de nouveaux personnages secondaires qui vont certainement être très importants par la suite. Je pense notamment au personnage de Dani, qui est elle aussi comme Mac une Seed Seer, et qui va certainement gagner en importance au fur et à mesure que cette série avance, d'autant que l'auteur lui a consacré 4 tomes rien que pour elle, en plus de la série principale. Donc nul doute que si je continue à accrocher autant à cette série, je me procurerai les tomes concernant Dani en temps voulu. Et je termine cette update lecture en vous parlant du roman jeunesse Les Vanderbicker, que l'on doit à l'auteure californienne Karine Yan Glaser. C'est son tout premier roman, et je remercie les éditions Casterman de m'avoir envoyé ce livre qui m'a vraiment beaucoup plu. Je lui ai mis la note de 4 sur 5. Donc certes c'est très jeunesse, mais en déconnectant mon cerveau d'adulte et en reprenant mon cerveau d'enfant, j'ai vraiment beaucoup apprécié cette histoire. Dans ce livre, le couple Vanderbicker et leurs 5 enfants occupent 2 niveaux d'un immeuble qui est situé à Harlem, donc au nord de Manhattan, en plein New York. Donc la famille adore son logement qui est suffisamment spacieux pour leur permettre d'accueillir un chien, un chat et un lapin comme animal de compagnie. Tout va pour le mieux jusqu'à ce qu'un beau jour le ciel leur tombe sur la tête, puisque leur propriétaire qui habite au 3e étage de ce même immeuble leur indique qu'ils ne souhaitent pas renouveler leur bail qui expire quelques jours après Noël, et qu'ils n'ont plus que du coup quelques jours pour faire leurs affaires et se trouver un nouveau logement. Donc autant vous dire que les enfants Vanderbicker ne vont pas l'entendre de cette oreille et vont tout faire pour amadouer leur propriétaire acariâtre. Je vous en dirai guère plus sur l'intrigue parce que c'est un roman pour la jeunesse, donc on va droit à l'essentiel, hein. On tergiverse pas trop, et en 300 pages c'est plié. En tout cas, ce que j'ai fortement apprécié, c'est que même si c'est un roman plus pour les enfants, l'auteur a quand même pris grand soin de développer la personnalité de tous ses personnages principaux comme secondaires, notamment je pense aux voisins du 2e étage qui s'avèrent très attachants, très sympathiques eux aussi. Donc vraiment, chaque personnage a droit à son petit trait de caractère bien à lui, et on s'y retrouve facilement, et j'ai trouvé l'écriture extrêmement fluide à lire. C'est hyper cosy comme ambiance, c'est hyper mignon comme tout, ça se lit vraiment tout seul. Et puis il faut dire que ça se passe sur la période de Noël. Moi c'est une des périodes que j'aime le plus dans l'année. Il y en a qui adorent l'automne, il y en a qui adorent l'été. Et ben moi j'adore
pas l'hiver parce qu'il fait froid et que je suis une grosse frileuse, mais en tout cas j'adore l'ambiance propre aux fêtes de Noël, voilà, ça c'est quelque chose que j'affectionne énormément. Donc en résumé, c'est un 4 sur 5 pour cette histoire très douille-douille, très mignonne, sans prétention, mais qui ravira en tout cas les plus jeunes comme les moins jeunes. Et nul doute que si l'auteur décide d'écrire une suite, bien qu'à mon sens il n'y ait pas forcément besoin de suite à cette histoire, mais en tout cas je serai certainement là pour pouvoir lire la suite parce que je me suis attachée tout simplement au Vanderbiker. Et c'est avec ce livre que je termine cette update lecture. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez lu certains des livres que je vous ai présentés pour me dire tout simplement ce que vous en avez pensé. Je vous souhaite de passer une très bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao!